Bonjour à tous, bienvenue sur le petit podcast où l'on aborde le sujet de la pédiatrie en long et en large. Du médical au paramédical, en passant par les médecines parallèles, on tente ensemble de découvrir toutes les couleurs de ce kaléidoscope. Bienvenue, aujourd'hui on accueille Stéphane Savioni, ostéopathe dans la vie de tous les jours, spécialisé dans le sport, mais surtout en pédiatrie, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va démystifier un peu l'ostéopathie pédiatrique. On va aussi voir quels sont les liens qu'on peut avoir entre le traitement du parent, de l'enfant, quelle est la place de l'ostéopathie pédiatrique dans la prise en charge générale du nourrisson. Aujourd'hui, on découvre tout ça, ouvre bien les oreilles. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérémy. Alors, je vais commencer tout de suite en te demandant, je me permets de te tutoyer. Avec plaisir. En te demandant tout simplement si tu peux nous présenter qui tu es, d'un point de vue privé, mais puis surtout d'un point de vue professionnel. On est quand même là pour ça. Bien sûr, donc je suis Stéphane Savioni, spécialisé en ostéopathie pédiatrique et du sport également. Donc, Okay. C'est les deux spécialisations pour lesquelles je suis passionné et pour lesquelles je continue à bien sûr à me former. J'ai un parcours en fait assez classique dans le domaine de l'ostéopathie. C'est plutôt au départ un diplôme de kinésithérapie fin des années 90 qui m'a aiguillé tout de suite vers déjà la pédiatrie, un peu le sport, encore une fois je reviens dessus, mais plus axé sur la pédiatrie. J'ai entrepris des études d'ostéopathie dans 2 écoles différentes et j'ai été diplômé en début d'année des années 2000. Comme ostéo, et puis j'ai fait également la médecine chinoise, donc qui me permet en fait aujourd'hui d'avoir le cabinet avec lequel je partage avec mon collègue Sébastien, Okay. Essentiellement spécialisé dans la pédiatrie, tout ce qui est médecine chinoise, acupuncture, et également pour les tuinas pédiatriques, parce que il y a aussi une approche dans la médecine chinoise pour la pédiatrie, et essentiellement donc sur l'ostéopathie également pédiatrique. Nous avons même un service de garde pour ça, et sur lequel on est vraiment passionné, spécialisé et dévoué, on va dire ça comme ça, de par les horaires, tout à fait. Et donc tu as fait 2 fois les études d'ostéo? Alors oui, en partie en Italie et en Belgique, comme je suis en fait d'origine italienne. Je suis originaire de la région de Charleroi, où j'ai fait tout mon parcours scolaire, que ce soit pour l'ostéo ici en Belgique. Le DO, parce qu'il faut en fait en Belgique, pour pouvoir pratiquer un DO reconnu selon certaines normes, on va dire bien précises, d'où j'ai dû en fait réaliser cette école d'ostéopathie en Belgique, la Belgian School of Osteopathy, où je suis diplômé et où j'enseigne d'ailleurs, où je suis d'ailleurs professeur depuis presque 15 ans maintenant en ostéopathie pédiatrique. Allez. Et également une petite société de formation où je vais un petit peu en Italie, en France, au Luxembourg, donner principalement des formations sur la pédiatrie, mais pas que, également sur d'autres, le sport notamment. Ok. C'est intéressant ce que tu dis avec le DO, parce que de l'extérieur, on se rend pas toujours bien compte de c'est quoi exactement ce DO. Ce qui me permet de rebondir sur la seconde question. D'un point de vue extérieur, pour moi, tu le sais, je suis kiné, donc je vois toujours un peu l'ostéopathie qui est parallèle à ma pratique. Et donc, du coup, on a vu l'ostéopathie qui a vraiment évolué ces dernières années. J'aurais aimé avoir ton point de vue sur quelle est pour toi l'ostéopathie qu'on côtoyait avant et quelle a été son évolution jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et point de vue crédibilité, dans le sens, ce DO, à quoi ça correspond, et est-ce qu'on peut, oui ou non, se proclamer ostéopathe sans un suivi précis? Alors ça, c'est un sujet pas compliqué, mais assez flou en fait, notamment en Belgique. Il faut savoir que la profession au niveau du ministère de la Santé publique en tant qu'ostéopathe en Belgique n'est toujours pas reconnue. Donc il n'y a pas de reconnaissance professionnelle, même s'il y a des remboursements au niveau des mutualités. Donc je peux moi me proclamer ostéopathe sans même avoir suivi Tu peux mettre une plaque devant chez toi. Eh ben ça va être fait. Ouais, non, il ne faut pas le faire. Mais la seule garantie pour le patient, et ça je tiens quand même à le préciser, c'est d'aller chez un ostéopathe où c'est écrit sur sa plaque ou sur sa carte de visite ostéopathe DO. DO signifie en fait qu'il a suivi 2 types de cursus, soit le type 1, type 2, on y reviendra peut-être par la suite. Ouais. Qui équivaut en fait à un programme de master en fait, en gros, avec une étude complète, avec un travail de fin d'études, avec des stages, avec un programme complet dans le plan de la formation, et qui garantit, si on peut dire ça comme ça, aux patients que l'ostéopathe est réellement ostéopathe de par le nombre d'heures d'études qu'il a suivies, et pas juste un week-end, et qu'il pratique l'ostéopathie. Bien sûr. Sans être ostéopathe DO. C'est intéressant parce que je pense que cette information déjà, tout le monde n'est pas au courant que ce DO finalement représente le fait que ça c'est
relié au nombre d'heures et au nombre de prestations, formations que l'ostéopathe a suivies. Donc ça, c'est déjà une bonne information. Vous écoutez le petit podcast. Et toi, donc, du coup, par rapport à l'évolution de cette ostéopathie dans le temps, comment toi tu l'as vu, comment tu l'as perçu en tant que professionnel, vu que ça fait déjà un certain temps que tu es ostéo? On va dire que ça fait quelques années que je pratique l'ostéopathie et c'est une profession extraordinaire, bien sûr, Oui. pour laquelle, vous avez compris, je suis passionné, mais elle a fortement évolué et la passion évolue avec le métier. Mhm. Il y a bien sûr la pratique. Il faut savoir que c'est une profession relativement jeune. Fin du 19e siècle, on a Steele qui a créé ce concept de holisme, donc de voir la santé de manière générale et pas voir la santé que sur un système articulaire, par exemple, où c'est vrai qu'il y a le côté ostéopathe, ça craque et on y reviendra probablement, je n'en doute pas, mais sur le fait que voilà, ça vient des États-Unis, de Kirksville, c'est la première école d'ostéopathie est née à Kirksville, comme je l'ai dit, fin du 19e plus ou moins, et puis elle s'est installée progressivement en Angleterre, sur Paris, et les professeurs, moi, qui m'ont donné cours ici en 1981, la Belgium School of Osteopathy a ouvert ses portes par des professeurs qui ont été formés à Londres et à Paris. Et donc, voilà un peu comment comment dire, l'ostéopathie s'est installée en Belgique et en Europe, par le berceau de l'ostéopathie qui est Kirksville aux États-Unis, et ensuite qui a pris sa place aujourd'hui en 2025. Alors, il est clair que l'ostéopathie, comme on la voyait il y a 20, 30, 40 ou 50 ans d'ici, c'était une ostéopathie un peu, si je peux me permettre l'expression, type reboutement sorcier ou gourou. C'était un peu mystifié, comme ça, de dire « je suis allé chez l'ostéopathe, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais ça me fait du bien ». Aujourd'hui, avec le BM, le BP, avec les études, je rappelle quand même que depuis 2004, l'ostéopathie est enseignée, ce qu'on appelle le type 1 à l'ULB. Donc, on a ce côté evidence practice et médecine qui permet aujourd'hui, grâce à l'évolution de la médecine, de l'imagerie et tout le reste, de pouvoir mettre en avant l'efficacité des techniques et de les prouver. Okay. Alors, peut-être pas pour l'entièreté de l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, c'est le holisme, c'est vraiment quelque chose qui reprend plusieurs systèmes, mais en tout cas pour le système ostéo-articulaire, généralement, d'ailleurs on parle de thérapie manuelle, et d'ailleurs on forme, tu es kinésithérapeute, tu le sais très bien, on forme des kinés à la thérapie manuelle sans être ostéopathe, et une thérapie manuelle qui s'accroche sur le BM ou le BP. Justement, je voulais rebondir sur cette EBM et EPP. Tu peux juste nous dire ce que c'est exactement pour les gens qui ne cernent pas? L'Evidence Medicine ou l'Evidence Practice, c'est en fait de pouvoir mettre en avant avec des études scientifiques, avec une puissance significative, une étude statistique, enfin quelque chose qui est bien mené, bien sûr, de pouvoir mettre en évidence l'efficacité d'une manœuvre ostéopathique ou en tout cas en thérapie manuelle, c'est-à-dire utiliser sa main pour améliorer un symptôme, une mobilité ou mettre en avant l'efficacité d'une technique par la science, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça donne du crédit à ce qu'on fait. Ça donne du crédit. Voilà. Après, les résultats, je pense, sont le meilleur crédit, le meilleur retour qu'on puisse avoir, en tout cas. Tout à fait, mais ouais. C'est vrai que les médecins aiment bien aussi avoir cette BBP derrière pour être sûr qu'ils soient dans cette bien même... on sera tous d'accord. Je reviens juste sur le type 1, le type 2 que tu as mentionné juste avant. J'ai pas bien cerné la différence qu'on avait entre les deux. Alors, de manière générale, il y a deux possibilités en Belgique, parce qu'encore une fois, comme dans les autres pays, la France ou l'Italie par exemple, où ça vient d'être reconnu en Italie, il y a un statut de professionnel de l'ostéopathie, à Malte également par exemple. En Belgique, il y a deux possibilités pour être ostéopathe DO, on va dire ça comme ça. Il y a type 1 qui est tu sors de réto et tu vas faire tes 6 années à l'ULB, donc en école de jour, et tu suis ton cursus universitaire, on va dire un master en sciences de la motricité et médecine ostéopathique. C'est un programme qui se fait directement après la réto, ou tu passes par la case kinésithérapie, qui te permet en fait, avec ton master en kinésithérapie, d'obtenir un accès, donc un prérequis. Ce diplôme te permet en fait d'avoir un accès au type 2, c'est-à-dire en horaire décalé sur une école reconnue par rapport au programme qui vient compléter ce qui a déjà été vu par les crédits en kinésithérapie. Je prends un exemple, les crédits d'anatomie, de physiologie ont déjà été vus et donc on ne voit que ce qui concerne directement l'ostéopathie, partons de la partie viscérale, neuroanatomie, crânienne, et ça pendant 5 ans avec des stages obligatoires
500 heures par exemple, Ok. et des examens bien sûr à chaque année, et la présentation d'une thèse ou d'un travail de fin d'études. Ah ouais. Donc c'est intéressant de savoir que donc maintenant, à l'heure actuelle, si on sort de réto, on peut directement partir vers Tout à fait. l'ostéo sans passer par ce bloc kiné. Tout à fait. Ok. On part maintenant vraiment plus dans la pédiatrie. Actuellement, on entend, je veux dire souvent, mais c'est dans ma pratique personnelle, donc c'est pas vraiment vérifié, mais on entend souvent des recommandations comme quoi il est intéressant d'aller voir directement après l'accouchement l'accouchement de son enfant, aller voir l'ostéopathe. La question est pourquoi? Quel est l'intérêt pour moi d'aller voir un ostéopathe avec mon enfant alors que finalement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème particulier? Alors, pas de problème particulier pour quelqu'un qui ne connaît pas la santé et le patient ne présente pas de symptômes. Donc, Voilà. Le patient, c'est le bébé, bien sûr. Ouais. Alors, le côté ostéopathe après l'accouchement, il ne faut quand même pas oublier que le premier traumatisme de la vie, c'est l'accouchement. Traumatisme dans le sens de la définition médicale du terme, bien sûr, pas traumatisme comme on peut l'imaginer, mais plutôt c'est un passage, vers la arrivée sur Terre. En fait, l'enfant étant dans un milieu aquatique à haute pression dans le ventre de la maman, où il est très bien, et semaine 40, le terme, on va dire ça après la grossesse, il doit sortir et se retrouver sur un milieu en fait aérien à basse pression. Donc il y a tout un système, notamment par exemple la respiration, c'est un exemple que je donne toujours, avec ce diaphragme qui est le muscle respiratoire principal, qui va faire que dans le ventre de la maman, les poumons ne se remplissent pas d'air. Il va seulement se déclencher au moment où l'enfant va sortir, on va dire au moment de l'accouchement, et il va avoir ce premier cri. Souvent on dit « Ah oui, est-ce qu'il a crié ?» Voilà, c'est le fait que le diaphragme, pour pouvoir expulser de l'air et crier au préalable, il faut en avoir pris dans les poumons. Donc le diaphragme va descendre, remplir les poumons d'air, et c'est la première respiration. Pour reciter Sutherland, qui est un des piliers de l'ostéopathie, il disait « Vous naîtrez avec moi et vous mourrez avec moi », en parlant du diaphragme qu'on appelle le moteur de la vie en ostéopathie. Okay. Donc, je pense que c'est indispensable d'aller voir l'enfant après la naissance parce qu'il y a toutes les complications qu'on peut avoir lors du passage par voie basse, les problématiques de césarienne avec des problèmes digestifs, et l'ostéopathie n'est pas quelque chose de thérapeutique ou pas que thérapeutique. L'ostéopathie est également prophylactique, c'est quelque chose qui permet d'accompagner en fait la croissance de l'enfant, d'éviter que des pathologies ne puissent s'installer et de corriger des petits traumatismes, par exemple ici, pour ta question, liés à l'accouchement, pour éviter que ça ne devienne des vraies dysfonctions ou des lésions plus tard. Donc oui, c'est intéressant de voir l'enfant dès la naissance pour toutes ces petites raisons qui est l'accouchement. L'accouchement est quelque chose de très traumatique pour l'enfant. Et quelquefois pour la maman aussi. Oui, j'imagine, mais oui, moi je ne peux que l'imaginer. Ceci dit, oui, j'ai appris récemment, mais après cette information n'est pas vérifiée, mais qu'il y avait une possibilité d'arriver jusqu'à 30 kg de pression sur le crâne du bébé à la sortie. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais ça me paraît gigantesque sur ce tout petit crâne. Alors, il est vrai que selon Bernadette de Gasquet, qui est quelqu'un de référence en fait dans le domaine, que je n'hésite jamais à citer quand je donne des conférences ou cours à l'école, il faut savoir que lors des contractions utérines, donc au moment de la préparation à l'accouchement et donc la phase d'accouchement, quand on a le passage de cet enfant au niveau des différents détroits, ces différentes courbes, on va dire, au niveau du bassin détroit supérieur, moyen et inférieur, jusqu'à l'expulsion bien sûr, les contractions de l'utérus pour faire avancer ce passage jusqu'à l'expulsion à l'accouchement peuvent aller jusqu'à 30 à 40 kg sans délivrance d'ocytocine, c'est-à-dire sans provoquer l'accouchement. Vous avez sûrement déjà entendu que quelquefois on provoquait l'accouchement parce qu'en effet, la maman est fatiguée, elle n'a plus suffisamment de force, ou la péridurale malheureusement n'a pas été bien, on n'a pas bien réagi plutôt à la péridurale, on ne s'est pas poussé correctement et on vient augmenter la force de ces contractions. Ça peut même être doublé dans les délivrances d'ocytocine. Heureusement que le crâne du bébé est non ossifié et qu'il permet de se déformer. Sinon, je pense que on aurait d'autres problèmes que les problèmes ostéopathiques qu'on rencontre lors des consultations. Vous écoutez le petit podcast. Du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu disais juste avant. Voir l'ostéo pour l'enfant, c'est une chose, et la question est, pour la maman, est-ce que c'est intéressant finalement aussi, vu tout le passage dans ce bassin, est-ce que c'est intéressant de voir l'ostéo aussi juste après l'accouchement?
Alors oui, comme je l'évoquais juste avant, sans me douter de cette question, mais quelque part, on ne peut pas parler de la maman sans parler de l'enfant sans parler de la maman, pardon. C'est indissociable. Et donc oui, il faut savoir qu'avant l'accouchement, il y a la grossesse. Oui. Donc le premier traumatisme, c'est pas pour la maman, ce n'est pas l'accouchement, c'est la grossesse. Donc c'est une grande modification hormonale, il y a une grande augmentation de volume au niveau de l'abdomen. Donc, il y a des conséquences, par exemple, au niveau postural. Il n'est pas rare, en fait, d'avoir, notamment à la fin de la grossesse, dans les dernières semaines de grossesse, des douleurs au niveau articulaire, au niveau des pieds, par exemple, devant la gravité qui se met plus en avant de par ce volume au niveau de l'abdomen. Pour corriger cette posture, la maman va se mettre en arrière et donc forcer un petit peu sur le bas du dos. Donc, il n'est pas rare de rencontrer lors de la grossesse, plutôt en fin de grossesse, c'est vrai, des douleurs de type lombaire, lombalgie, de type sciatique, des douleurs de type podale, difficiles en fait, les pieds qui gonflent aussi, on peut avoir des troubles circulatoires. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, ça commence à être difficile à atteindre cette semaine 40 qui serait le terme, donc l'idéal pour l'enfant. Donc après l'accouchement, qui est encore une fois quelque chose de très agressif et très puissant, comme on a pu l'imaginer par rapport aux exemples qu'on a donnés de ces forces de contraction sur le bébé, on peut imaginer que ça donne des contraintes articulaires, viscérales, posturales, émotionnelles, hormonales. Il y a eu peut-être un stress aussi pendant la grossesse, le stress de l'accouchement pour le premier enfant, de se dire comment ça va se passer, est-ce qu'on va pas devoir, il est présenté en siège, le gynéco a dit qu'on allait faire une césarienne, voilà. Toutes ces questions viennent et vont créer un état de stress, de contrainte, en fait, qu'il est toujours bien de vérifier post-accouchement, en postpartum. Okay. Alors, il y a bien sûr des conditions idéales, on fait pas ça n'importe comment. Voilà, il faut étudier l'anatomie, il faut bien observer. Il y a les meilleures conditions sont d'attendre, en généralement 2 à 3 mois, pour qu'il y ait cet utérus, en fait, qui reprenne sa position et sa forme, on va dire, d'origine, on va dire physiologique. Généralement, on attend entre 10 et 12 semaines. Il y a aussi le travail de la kinésithérapie qui est très important. Donc, j'invite toujours les patientes à aller faire une rééducation, ce qu'on appelle postpartum, pour aller renforcer tous ces muscles du plancher pelvien qu'on appelle le périnée. Et donc oui, c'est important de le faire pour toutes ces raisons, posturales, viscérales, et pour repartir du bon pied, on va dire ça comme ça. Ouais, super. Mais du coup, est-ce que ça vous facilite la prise en charge du bébé si vous avez l'occasion de prendre en charge déjà la maman durant la grossesse avant? Si vous avez déjà une relation, déjà, point de vue social, c'est une chose, mais si vous avez déjà une relation, thérapeutique avec la maman avant, est-ce qu'après, pour vous, il y a une espèce d'aisance, finalement, à la prise en charge du bébé après? Bien sûr, c'est comme je le disais juste avant, il est clair qu'on ne peut pas dissocier l'enfant de la maman. C'est impensable. Si on veut traiter l'enfant, il faut traiter la maman. C'est pas parce que l'enfant n'est pas sorti du ventre de la maman qu'il n'est pas présent. Il est présent, mais dans le ventre de la maman. Donc, si on veut aider l'accouchement, donc éviter les contraintes de l'accouchement, quelque part, c'est aider le bébé à sortir. On va traiter la femme enceinte. Okay. Il y a par exemple Jean-Marc Trovarelli qui est une référence dans le monde de la périnéologie, où j'ai suivi ses formations et où je n'hésite pas à l'appeler pour demander des conseils encore aujourd'hui. On apprend tous les jours, on a cette chance de dire voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler. On revient toujours sur les mêmes structures de manière générale. Il est clair que la mobilité du bassin est indispensable. Si le bassin ne s'ouvre pas, le bébé ne s'engagera pas. On devra faire des aides manuelles à la poussée ou peut-être partir sur des césariennes. Si le bassin s'ouvre mais qu'il ne se ferme pas, il n'y aura pas d'expulsion. Donc le bébé va s'engager mais ne saura pas sortir. Il va bradycarder, ce qu'on appelle dans le langage, c'est-à-dire le cœur va diminuer dans le rythme et il faudra accélérer la sortie du bébé, soit par une césarienne ou une instrumentation par forceps ou ventouse. Donc tout ce complexe articulaire du bassin, la mobilité doit être assurée par l'ostéopathe bien avant l'accouchement. Et donc généralement, j'invite les mamans à les rencontrer, comme on dit toujours, dernier mois, dernier jour, semaine 36, c'est toujours l'idéal. On check un petit peu tout ça 4 semaines avant le terme, vu qu'on est susceptible de pouvoir accoucher le dernier mois plus facilement. Tout à fait. Voilà. Donc ça paraît important. Il y a bien sûr le diaphragme qui est hyper important, qui peut venir compresser le bébé.
Donc ça, c'est important s'il est trop bas. Des douleurs au niveau des côtes également. Ça peut appuyer sur les viscères. Donc il y a vraiment tout un travail articulaire, viscéral, pour aussi que la maman soit plus confortable jusqu'au bout. Parce que les dernières semaines sont toujours très compliquées, de par la prise de poids et de par le fait que tout doucement, les hormones commencent à reprendre leur droit. Et donc on commence à avoir des contractions beaucoup plus vives aussi. Et du coup, on entend aussi souvent dire, voilà, le bébé ne se présente pas correctement pour l'accouchement, je vais aller voir l'ostéo pour retourner le bébé. Alors, est-ce que c'est une idée vraie ou fausse? Est-ce que vous pouvez vraiment, vous, avec vos mains, venir retourner l'enfant pour le mettre en bonne position pour le préparer à l'accouchement? Non. On ne retourne pas l'enfant. Évidemment que c'est pas cette image qu'il faut avoir. On fait juste de la place. Oui, le problème, en fait, la problématique, je dirais, parce que c'est pas un vrai problème, la problématique qu'on rencontre quand les enfants sont présentés en siège, c'est parce qu'ils n'ont pas de place et ils ne savent pas se retourner. Alors, il existe plusieurs approches par rapport à ça. On va dire que l'approche en ostéopathie structurelle, traditionnelle, celle que je pratique, c'est-à-dire avec mes mains, pour répondre à ta question, on fait de la place. Donc on ouvre le bassin, c'est exactement ce que je viens d'expliquer avant. Ouais. On remonte un peu le diaphragme, l'idée. Donc c'est aussi de limiter les tensions diaphragmatiques en travaillant sur les piliers, sur l'innervation du diaphragme, qui était l'origine qui est cervicale. Donc la colonne cervicale est très importante chez la femme enceinte également. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails anatomiques, bien sûr, mais c'est important de comprendre qu'encore une fois, ce holisme, cette globalité est très importante en ostéopathie et dans la prise en charge de la maman. Et donc le fait de faire de la place, ça permettra à l'enfant de pouvoir se retourner. Alors en médecine chinoise, qui est en complémentarité de l'ostéopathie, parce que souvent, d'ailleurs les sages-femmes font beaucoup de formations en acupuncture. J'ai rencontré moi dans mon cursus, il y avait pas mal de sages-femmes qui pratiquaient aussi la médecine chinoise, en tout cas, qui étaient à l'école pour apprendre cette merveilleuse médecine. Il y a un point sur le 5e orteil qui s'appelle le 67 vessie, le Ziyin, qui vient stimuler en fait la motricité du bébé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la place en ostéopathie et puis je viens puncturer ce fameux point, pas que celui-là, mais c'est le point connu. Et je demande au papa de venir chauffer cette aiguille parce que c'est une tonification chaleur pour retourner l'enfant. Alors, selon Claudia Fox, dans les études statistiquement prouvées, on a 70 à 80% de résultats. Je n'ai pas cette prétention. J'arrive à 50%, plus ou moins. Donc, c'est déjà pas mal. C'est ça, en mettant un outil après l'autre, finalement, on arrive à éventuellement retourner le bébé. Et ce qui évite de faire des versions ou peut-être une césarienne. Après, il faut jamais oublier quelque chose. On ne va pas contre la nature. Si la nature a décidé que l'enfant devait se présenter en siège et qu'il ne se retourne pas, il faut laisser la nature reprend toujours ses droits. Ok. Vous écoutez le petit podcast. Maintenant, l'idée du fait que de soigner la maman pour l'enfant qui se trouve en elle, je conçois. On passe maintenant dans une autre prise en charge, dans le cas où j'entends aussi les ostéos qui viennent travailler sur la maman pour traiter l'enfant. Donc des fois on n'arrive pas, par exemple, à mettre l'enfant sur la table, il y a quelque chose de compliqué à gérer. Alors je vais traiter la maman pour avoir un impact sur l'enfant qui est déjà né, je le souligne. C'est quoi cette manière de travailler? Est-ce que l'impact est-il réel finalement? Parce que d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'on pourrait se dire il y a une histoire de magie. Alors c'est une pratique que je ne réalise pas régulièrement ou directement comme tu viens de l'expliquer. Je vais juste essayer de remettre un peu les caractéristiques dans un contexte bien précis. Alors on parle de passer par la maman pour traiter l'enfant quand il est déjà né, quand il est présent. Alors il faut savoir que les enfants s'organisent et s'identifient à leur environnement. Donc si la maman est stressée, fatigué, si le papa est nerveux, crie parce que on n'a pas su arrêter le boulot, parce que il est clair que l'enfant aura tendance à s'identifier dans son environnement. Ça c'est prouvé scientifiquement. Je veux dire, comme tout le monde, quand on a des gens stressés autour de nous, on n'est pas serein. Voilà, donc il y a ce côté traiter la maman aussi parce que la grossesse a peut-être été stressante. L'accouchement a peut-être été stressant, entendre ah oui mais il faut sortir les forceps, voilà, et on n'a peut-être pas vécu, il y a peut-être eu un décès pendant la grossesse, on a peut-être annoncé une maladie chez une personne proche, et donc ce sont des contextes qui fait que on n'a pas vécu émotionnellement, et ce stress va jouer sur le tonus des muscles. Quand on est stressé, tout le monde le sait, on a mal la nuque, on a des problèmes digestifs.
On retrouve d'ailleurs même des schémas de maladies de Crohn avec des personnes qui sont stressées, déprimées par exemple, ou associées, les fibromyalgies. On retrouve comme ça des associations entre le côté émotionnel et le côté physique. On sait que l'émotionnel est quelque chose qui contrôle le physique. Si on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, quelquefois les personnes tombent dans les pommes pour vous dire que le système physique vous lâche complètement. Ah oui. Donc on peut imaginer qu'un petit stress maintenu dans le temps pourrait donner des désordres au niveau des tensions musculaires, tout le reste, au niveau viscéral, vasculaire, et donc qui peuvent justifier que la maman, quelque part n'étant pas sereine, va transmettre ce stress à son enfant. Alors on fait revivre l'accouchement pour redonner des nouvelles informations en disant voilà, l'accouchement c'est comme ça que tu dois le ressentir, un peu comme un effet proprioceptif après une entorse de cheville. On traite l'entorse de cheville et on refait de la proprioception pour dire voilà, c'est équilibré, maintenant on renforce et on stabilise, on redonne des nouvelles informations après un traumatisme. C'est un petit peu le même concept. C'est pas évident à gérer. On n'a peut-être pas que cette prise en charge là à faire, mais c'est un travail qui peut être réalisé et mis dans le cadre d'une prise en charge. C'est pour ça que je dis bien c'est une partie, il faut toujours remettre tout dans son contexte. Bien sûr. Mais après, c'était la question, donc j'en conviens que c'est une partie par rapport à une prise en charge globale. C'est très beau, dans le sens où, si j'entends bien, finalement, quand l'enfant est dans le ventre, vous venez faire de la place pour induire un mouvement. Et quand l'enfant est là, vous venez travailler sur l'environnement finalement pour faire de la place et pour induire également quelque chose chez l'enfant. Donc, si je peux juste rajouter, je sais qu'il y a Roger Fiametti qui a écrit un livre, Le langage émotionnel du corps, qui parle énormément de cette partie relation mère-enfant, faire revivre l'accouchement. Et donc, il y a quand même des personnes qui travaillent un peu plus l'ostéopathie tissulaire, le décodage tissulaire, voilà. Il y a des personnes qui travaillent un peu plus dans ce côté somato-émotionnel, psychologique par rapport aux dégâts, entre guillemets, fonctionnels, aux dysfonctions, on appelle ça, de l'impact de ce stress, en fait. Et donc, il y a des méthodes un peu plus spécifiques dans l'ostéopathie, dont je viens citer les noms maintenant. Roger Fiametti qui a écrit les livres, mais cette ostéopathie plus tissulaire, et généralement, les ostéopathes qui font de la pédiatrie ont cette approche tissulaire. Pierre Tricot, par exemple, pour ne pas le citer. J'aime bien citer les sources. Bien sûr. C'est toujours très important. Mais d'ailleurs, j'allais rebondir là-dessus, c'est super parce que tu cites plein de sources et j'adore. On va essayer, tu me renverras après les infos. Avec grand plaisir. Mais je mettrai dans la description comme ça les références des livres ou éventuellement les liens sur lesquels les gens peuvent se référer. Et comme ça, on peut proposer un suivi. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de l'ostéopathie qui était d'une part curative et également préventive. Alors, on va passer juste un instant sur la partie préventive. L'idée étant que on va faire une prévention, mais on va faire une prévention sur quoi ? En quoi j'amène mon enfant chez l'ostéopathe ? Il va y avoir une prévention sur quelle pathologie pourrait arriver ? Alors, l'ostéopathie, elle va se positionner d'une manière très simple dans le côté préventif. L'ostéopathie, elle va agir comme un arbre, une plante qui grandit, donc qui est la croissance de l'enfant, et elle va servir en fait de tuteur et de guide. Donc, de par les traumatismes, la grossesse et l'accouchement sont les premiers traumatismes. Je prends un exemple concret par rapport à ta question. Si l'enfant, bon, je n'ai pas de bébé pour montrer la position, mais est assez, il y en a un derrière. Est assez recroquevillé. Non, ça va aller. Est recroquevillé, s'il faut, on le fera après. D'accord. Recroquevillé avec les membres inférieurs complètement sur lui. On peut imaginer que le pied ne se positionne pas bien, par exemple. D'accord. Ça arrive, d'ailleurs, quand on fait les échographies morpho, les échos 3D, on vérifie les axes des pieds, on vérifie justement un peu, parce que ce sont des zones qui peuvent être désaxées de par le manque de place. On revient toujours sur la cause du manque de place. Un autre exemple, si on a un manque de maturité du tissu intestinal, l'enfant va présenter plus facilement des coliques, des reflux, des régurgitations qui vont perturber son sommeil et donc indirectement celui des parents. Ben oui, parce que c'est, comme je dis toujours, c'est plus un équilibre à 2, c'est un équilibre à 3. Et donc, c'est important que cet équilibre se maintienne dans la famille. Et donc, le fait de faire checker l'enfant sans pour autant avoir un motif de consultation évitera par exemple que l'enfant plus tard positionne mal son pied,
parce qu'on aura déjà corrigé la malposition entre guillemets dans le ventre et donc déjà travaillé sur cette mobilité qui ne va pas se fixer dans le temps et pas le voir uniquement quand il va commencer à marcher où c'est déjà peut-être un peu trop tard, où le bassin va basculer, qu'on va retrouver peut-être une attitude scoliotique alors qu'on savait simplement l'éviter. Je prends des exemples hein, évidemment. Oui, bien sûr. Ou de travailler sur ce manque de maturité du tissu intestinal qui est très fréquent hein, chez les enfants. On parle d'immaturité de l'intestin jusqu'à l'âge plus ou moins de 4 mois et de l'estomac jusqu'à 6 mois. Je parle des reflux et des coliques, bien sûr. Et donc, si on peut aider, ça évitera d'avoir des conséquences sur le sommeil, sur le côté stress, sur le côté serein et sur le côté croissance, évidemment. Okay. Un enfant qui a des douleurs intestinales, comme un adulte, va se fermer sur sa douleur. Et donc, s'il y a une colique sur le côlon à gauche, qu'on appelle le côlon descendant, il va venir s'incliner sur son côté gauche. C'est ce qu'on appelle les postures de confort du nourrisson. Et rien qu'à observer l'enfant quand il a une colique, on sait déjà voir la zone qui dysfonctionne, ce qui est déjà un guide pour l'orientation thérapeutique. Okay. Ce sont des exemples, évidemment. Hein. Ouais, mais c'est super intéressant. Vous écoutez le petit podcast. Et puis aussi, ça permet aussi aux parents de se rendre compte du pourquoi il est intéressant d'aller chez l'ostéo avant qu'il y ait des problèmes. Bien Donc sûr. Maintenant, on va parler de quand le problème est là. Donc voilà, il faut aussi le dire, quand l'ostéo est plutôt curative, quelles sont les pathologies les plus fréquentes que tu rencontres au cabinet? Donc on parle pas du côté sportif, parce que j'entends qu'il y a le côté sportif de ton côté aussi, mais d'un point de vue pédiatrique, quelles sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent? Mais j'aimerais aussi que tu mentionnes quelles sont les pathologies auxquelles on s'attend pas, qu'on se dit « Ah tiens, je n'aurais pas pensé aller voir l'ostéo pour ce problème-là ». Alors, si les trois plus grand motif de consultation, c'est 95% des consultations symptomatiques avec des symptômes. Oui. Les inconforts digestifs. Reflux, régurgitation, colique, ça c'est, je pense, le numéro 1, le best-seller en fait des motifs de consultation. On vient en disant, voilà, je pense que mon enfant a des coliques, il se réveille pendant la nuit, ou il y a des régurgitations. Après, est-ce que je dois détailler ou pas, qu'est-ce qu'une régurgitation physiologique ou pas? C'est plus peut-être technique, je pense pas à développer tout ça. Ça c'est plutôt pour le parent. Voilà, donc c'est presque normal de venir pour ça en tout cas, parce que c'est vraiment le best-seller des symptômes, des motifs de consultation en tout cas. Le deuxième, c'est les torticolis. Et là, c'est un petit peu le côté symptômes et non-symptômes, comme tu viens de me poser ici la dernière question, disons, sur lesquelles on n'y pense pas peut-être, c'est l'enfant qui n'a pas de torticolis, mais si on ne le stimule pas et est lié à une position de confort, va développer un torticolis de confort ou secondaire, de par le manque de stimulation, le cododo, le parc toujours du même côté. Et donc, il faut toujours bien expliquer aux parents le positionnement des enfants. La séance sert à ça aussi, de donner des conseils aux parents, pour éviter que certaines mauvaises postures ou le manque de stimulation donnent une asymétrie au niveau de la tête, qui peut amener, et ça c'est le deuxième motif de consultation, torticolis avec ou sans ce qu'on appelle les cranioplanies. Donc ce sont des zones qui s'aplatissent au niveau du crâne de l'enfant, notamment à l'arrière du crâne. Pourquoi? Parce que comme les parents le savent et je pense beaucoup de personnes, les Américains sont arrivés depuis 92 avec le back to sleep, le fait de coucher les enfants sur le dos pour éviter les problématiques de mort subite. Et donc depuis 92, on a beaucoup plus d'aplatissement à l'arrière du crâne parce qu'on couche les enfants exclusivement sur le dos. D'accord, bon, on va peut-être pas aborder ce sujet de la mort subite, dans le sens où, voilà, c'est vrai qu'on en a beaucoup, il faut mettre sur le dos, il faut mettre sur le dos, il faut mettre sur le dos, mais on ne dit pas assez aux parents. Là, je prends un peu le rôle aussi de kiné parce que entendre sur le dos, c'est bien, mais de stimuler son enfant quand il est réveillé, c'est bien aussi. Donc c'est vrai que la mort subite prend tellement de place dans la tête que on en a peur de mettre sur le côté ou sur le ventre. On parle bien dans les moments actifs de l'enfant. Bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler justement pour démystifier un petit peu cette mort subite qui est quelque chose qui arrive bien sûr, mais le joueur de foot qui tombe à 20 ans sur le terrain de foot, c'est une mort subite. Hein. Oui, donc, je veux dire, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Donc, on va expliquer aux parents, il y a des symptômes qui annoncent plutôt la mort subite, des transpirations excessives nocturnes, et ainsi de suite, des facteurs héréditaires. Et voilà, donc il faut bien remettre tout ça dans un contexte, c'est quand même relativement rare aussi. Et le troisième motif de consultation le plus fréquent, c'est les troubles de l'allaitement avec les problèmes de succion et de déglutition. Les fameux freins, langue, lèvres, joue, il y a 5 freins dans la bouche, la forme du palais, la dynamique de la langue, ce qu'on appelle la compétence bucco-faciale. Ok. Donc ça, c'est aussi...
hyper intéressant tout ce qui est frein, étant donné que c'est très très d'actualité. Oui. On y reviendra plus tard, Oui. si ça ne te dérange pas. Pas du tout, avec plaisir. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais bien te poser des questions avant ça. Ce n'est jamais que mon opinion. Dans un premier temps, quand un parent va s'engager avec son enfant dans une prise en charge d'ostéo, il doit s'attendre à quoi en termes de fréquence, en termes de nombre de séances? Est-ce que quand je viens voir l'ostéo, j'en ai pour 1 an ou 2 ou 3 à venir toutes les semaines devoir voir l'ostéo, dire tant que ça ne va pas mieux? Donc je parle dans un premier temps en point de vue préventif. Et puis, deuxième chose, en termes curatifs pour les RGO, pour les régurgitations, parce que visiblement, c'est les 95%. Donc, juste pour ces deux-là, si tu sais nous dire, qu'est-ce qu'on doit s'attendre en tant que parent? Première question, le côté préventif. Je serais tenté de dire que l'ostéopathe, ça va être votre compagnon de vie, et pas sur 1 mois ou sur 1 an. Je pense que l'ostéopathie, comme je le précise aux parents, c'est le tuteur et le guide de la croissance. Pensez toujours à cette plante avec ce tuteur. C'est exactement comme ça qu'il faut voir l'ostéopathie. Elle va accompagner l'enfant, elle accompagne le jeune enfant, elle accompagne l'adolescent et elle va accompagner l'adulte. D'autant plus s'il fait du sport par la suite. Une Ferrari a besoin de beaucoup plus d'entretien parce qu'elle est performante. Le sportif sera performant, il aura besoin de plus de visites chez l'ostéopathe. Donc ça dépend un petit peu de quel terrain on parle. Okay. Si on revient sur le nouveau-né, je serais tenté de dire, comme chez le dentiste, c'est 2 fois par an jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis 1 fois par an. Je dis toujours, quand vous pensez à aller chez le dentiste avec les enfants, pensez à aller chez l'ostéopathe. C'est un moyen, en fait, de pouvoir ne pas oublier l'ostéopathe, alors que avec les dentistes, généralement, ça se fait de manière plus automatique, on va dire ça comme ça. Donc, de manière générale, à titre préventif, 1 à 2 fois par an dès la naissance, et à partir de l'âge adulte à la fin de la croissance, parce qu'il y a la maturation posturale qui permet en fait de fixer tout ça et qui est en équilibre à partir de 16 à 18 ans. Donc là, plus qu'une seule fois par an. Okay. Ça dépend encore une fois de l'activité physique. J'ai des patients qui sont des petites danseuses de 6-7 ans qui font 10-15 heures de danse par semaine. Je les vois 6-7 fois par an. Ah ouais. Donc, encore une fois, c'est de la pédiatrie parce qu'on parle d'un enfant de 6-7 ans, mais qui sollicite leur corps d'une manière extrême et de manière très régulière. D'accord. Donc, c'est du cas par cas aussi. Côté troubles digestifs, on va dire ça comme ça, c'est patient dépendant. Alors, généralement, 80% des patients, on les voit 1 fois, et on explique aux parents les conseils à mettre en place parce que c'est pas une thérapie passive. La séance, c'est donner des conseils aux parents et ils deviennent acteurs de la séance. L'ostéopathie, c'est pas quelque chose, je vous donne mon enfant, faites le boulot, et puis je récupère mon enfant et il est guéri. Pas du tout. C'est voir ce qu'on retrouve, par rapport à ce que l'on retrouve, donner des conseils de positionnement, des conseils d'alimentation par rapport à l'allaitement par exemple, donner des conseils sur les vitamines D par exemple, il y en a qui sont plus digestes que d'autres, donner une cure de probiotiques. Donc il y a plein de petites astuces aussi dans le contexte de la prise en charge. On revient sur le côté santé globale de l'ostéopathie et pas juste j'ai mal au ventre, il y a un reflux, je vais voir l'estomac. Ouais, bien sûr. Okay, donc je dirais que c'est patient dépendant, mais que pour répondre à ta question et pour avoir quelque chose de précis, on parle bien de généralement 1 séance pour un trouble digestif, quelquefois une 2e qui nécessite 15 ou 20 jours après la première pour avoir un recul suffisant pour voir si c'était significatif ou pas. Ok. Vous écoutez le petit podcast. Quand tu prends en charge un bébé, quelles sont les nuances en termes de prise en charge pour un ostéo par rapport à un adulte? Est-ce qu'on aborde de la même manière? Est-ce que le bilantage est le même? C'est quoi les points d'attention? Alors, l'enfant n'est pas un petit homme, malgré que tous les hommes restent d'éternels grands enfants. Ça, oui. C'est ce que je pense. Je pense que pour l'adulte, on pourrait dire que la prise en charge se fait de manière très académique, c'est-à-dire comme on peut l'enseigner dans les écoles d'ostéopathie ou de kiné ou autres, on vient avec un symptôme, on fait un interrogatoire, une anamnèse, pour être sûr de ne pas nuire à notre patient. Ça, c'est la première chose qu'il faut, que ce soit un bébé ou un adulte, c'est d'abord ne pas nuire à la santé de notre patient, de savoir si c'est bien dans nos champs de compétences, si on parle bien d'un problème fonctionnel et pas un problème d'une maladie qui nécessite le fait de rediriger notre petit patient vers le pédiatre ou le médecin. Ça, c'est la première chose sur laquelle on pense. La deuxième chose, c'est de venir palper le patient, de l'observer, de raisonner, et puis de traiter et de refaire des tests pour voir si le traitement était efficace. Ça, c'est de manière très par chapitre, très
très structuré, on va dire, chez l'adulte. Chez le bébé, c'est pas exactement comme ça, parce qu'on n'a pas la capacité déjà de communication verbale avec l'enfant. On va bien sûr prendre le carnet de santé, poser des questions de comment s'est passé l'accouchement, la grossesse, le bébé, score d'Apgar, enfin toutes les choses qui permettent quand même de connaître le terrain sur lequel on va aller travailler. Le score d'Apgar, tu l'as dit, donc je suis obligé de le souligner. Oui, C'est ce quoi, sont ça, des scores en fait qui ont une échelle de 0 à 2 sur 5 critères. La normocoloration, par exemple, la marche automatique, tous des critères qui permettent de donner la viabilité ou la souffrance liée à l'accouchement. D'accord. Plus le score d'Apgar est proche de 10, maximum c'est 10, au mieux l'enfant a réagi à l'accouchement. Ok. C'est un test qui est réalisé à 1 minute de vie, 5 minutes de vie, à 10 minutes de vie, et généralement il est indiqué dans le carnet de santé ou dans la feuille de transmission d'informations lors de la sortie de l'hôpital. Ok. Quelque chose que j'aime bien regarder aussi pour savoir un petit peu, ça reflète quand même bien la souffrance, on va dire, structurelle d'un enfant qui ne respire pas, par exemple, tout de suite. Il aura un score d'Apgar, par exemple, 3, 4, 5. Et donc là, on sait bien qu'il faudra peut-être aller checker le diaphragme ou des choses comme ça. C'est un exemple. Hein. Et donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Quelles étaient les nuances que tu avais avec le vu qu'ils n'avaient pas de verbal? Oui, voilà. Donc, pardon. Tu prenais les infos un peu ailleurs. Voilà. Donc, concernant la prise en charge en pédiatrie, tout ça n'est pas séparé. Ouais. On va faire donc l'anamnèse, comme je viens de l'expliquer avec le score d'Apgar sur lequel on vient de revenir. Et ensuite, on va interroger le tissu. Et directement en interrogeant le tissu, donc palpation, test, examen clinique, et on va traiter directement. Interroger le tissu. Désolé, je reviens chaque fois sur ce que tu dis, mais pour moi, je vois l'idée que tu veux dire, mais pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi concrètement, interroger le tissu? Alors, interroger le tissu, c'est le fait de poser les mains sur notre patient Ouais. et de sentir s'il y a, par exemple, au niveau de l'abdomen, des tensions spécifiques par rapport au côlon, à l'estomac. Et donc, si on sent quelque chose qui est en restriction de mobilité, qui ne bouge pas bien, qui est dur, généralement, on travaillera dessus pour libérer, pour que ce soit souple et mobile. L'ostéopathie recherche non pas de remettre droit, mais plutôt des zones qui ne bougent pas bien, qui sont dures à la palpation. Donc ce qu'on appelle l'interrogation du tissu, on peut dire la palpation, le fait de toucher le patient, chose qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. Je pense que interroger le tissu, poser les mains sur le patient, c'est primordial. Et alors on va travailler directement pour libérer ce tissu, qu'il soit viscéral, qu'il soit musculaire, qu'il soit crânien ou tout le reste. C'était pour dire de manière générale, on appelle ça le tissu, quel qu'il soit. Du coup, je pense que je suis un peu perdu dans notre réponse, mais je pense que ça fait le tour aussi pour les enfants, oui. C'était voir si donc l'adulte c'est bien scindé, voilà. Et en fait on a vraiment ce côté anamnèse, observation, examen clinique, test, on traite et puis on reteste. Le bébé, on d'abord être sûr que c'est bien une pathologie pour nous. Un enfant qui fait de la température, c'est pas pour nous, on redirige, par exemple. Et alors, s'il y a une sténose du pylore, des pathologies qui ne rentrent pas dans le cadre de l'ostéopathie, et alors là, on va passer directement, quand on a fait cette anamnèse, directement sur ce fondu enchaîné de palpation, de recherche, d'observation et de traitement, mais tout va se faire en fondu enchaîné et pas de manière bien distincte. D'accord. Je rebondis juste sur ce que tu as dit justement. Voilà, voir d'abord si c'est bien pour vous, si c'est, je veux dire, si la pathologie qui vous est présentée correspond à vos possibilités de traitement. La question est la suivante, est-ce que y a un risque pour l'enfant de venir voir l'ostéopathe? Je pense notamment à cette histoire de DO qui me revient en termes que tu me disais tout à l'heure. Y a-t-il un risque? Parce que c'est important de le dire. Est-ce que moi, quand je viens voir un ostéo, ne sachant pas déjà s'il est DO, mais maintenant on le sait, pour mon enfant de venir voir l'ostéo? Alors en effet, le fait d'être DO est un gage de garantie, si on peut dire ça, pour le patient qui frappe à la porte d'un ostéopathe, parce qu'il faut quand même rappeler que les ostéopathes travaillent en première ligne. Il n'y a pas de prescription médicale pour aller chez l'ostéopathe, et donc il est important de ne pas faire de bêtises. Et donc cette garantie DO permet quand même quelque part de filtrer déjà un petit peu tout ça. Bien sûr. Je partirais du principe qu'il y a de la place pour tout le monde, mais chacun sa place. C'est-à-dire que tous les ostéopathes ne sont pas spécialisés en pédiatrie. La pédiatrie est quelque chose qui nécessite des formations complémentaires, ce qu'on appelle des postgraduates, et un volume de consultation spécifique et un encadrement spécifique pour évoluer et traiter les bébés. Donc je serais tenté de dire que
Oui, si c'est fait par quelqu'un qui n'a pas les compétences ou quelqu'un qui réalise des traitements en pédiatrie sans être vraiment spécialisé, je ne pense pas qu'il puisse faire de mal au bébé, mais en tout cas, il n'obtiendra pas de résultat. Ok. Donc, je ne pense pas que un kiné, comme il faut être kiné à la base, un kiné qui a quand même des notions au départ de sémiologie, de ce qu'on peut faire et ne pas faire, même s'il n'est pas ostéopathe déo et qu'il a fait une formation en pédiatrie ou qu'il a lu quelque chose dans un livre de pédiatrie, je ne pense pas qu'il fera de bêtises, mais je ne pense pas qu'il sera efficace dans son traitement. Donc, grave, non, je ne pense pas que ce soit agressif pour le bébé, mais ce ne sera pas efficace. Vous écoutez le petit podcast. Ok. Parce que le nerf de la guerre, finalement, il est là. Parce que je rebondis sur la prochaine question. Je croise pas mal de gens en cabinet. Moi, je suis kiné. Donc, quand on est kiné, on découle forcément d'une visite chez le médecin au préalable. Comme tu le disais, c'est l'ostéo, c'est pas forcément le cas. Certaines personnes arrivent chez moi en me disant, voilà, le pédiatre, le gynécologue ou Dieu sait quel médecin m'a demandé de faire de la kiné pour mon enfant. Mais m'a dit, surtout, ne va pas voir l'ostéopathe. D'autres vont justement dire l'inverse, allez voir l'ostéo, mais la kiné, on verra plus tard. Donc, c'est là un peu la divergence qu'on a entre il faut aller voir l'ostéopathe parce que c'est super, il ne faut pas aller voir l'ostéopathe parce que on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, c'est là la question que je te pose, c'est finalement, on en est où dans le rapport qu'il y a entre les médecins et les ostéos à l'heure d'aujourd'hui? Quel est ton avis? Alors, c'est toujours une question qui est posée, même par les parents, assez régulièrement. Je pense encore une fois que c'est le manque d'information qui est problématique. J'ai mon réseau, on va dire ça, de pédiatres, de kinés, qui savent très bien ce qu'on fait avec les patients. Je l'ai dit tout à l'heure, la première chose que je vais faire quand j'ai un patient qui vient à la maison, c'est de poser des questions et de voir comment ça s'est passé. Si à un moment donné, j'ai des critères, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça risque d'être vraiment trop technique, mais des critères qui me font penser que le patient ne vient pas dans mon champ de compétences de l'ostéopathie, j'ai la responsabilité de rediriger ou renvoyer le patient vers le pédiatre ou le médecin. Mais ça, le médecin ne le sait pas. De manière générale, quand le pédiatre travaille dans son cabinet ou à l'hôpital, ou les médecins généralistes qui font l'ONE par exemple, ou qui travaillent chez eux, ils protègent leurs patients. Et donc, comme ils ne connaissent pas de manière générale l'ostéopathie, si j'étais médecin généraliste ou pédiatre, je dirais probablement la même chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, je préfère qu'on n'y aille pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je trouve ça normal de dire « n'allez pas chez l'ostéopathe ». Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas s'intéresser à l'ostéopathie aujourd'hui en 2025 en étant pédiatre ou médecin de l'ONE ou médecin généraliste. On essaye aujourd'hui de donner des informations et c'est généralement les parents qui vont demander au pédiatre « Est-ce que je peux aller voir l'ostéopathe parce que ma voisine est allée chez l'ostéopathe et ça a aidé son enfant ?» Et donc on arrive aujourd'hui où c'est les parents qui sont demandeurs parce que c'est le bouche à oreille qui a amené cette ostéopathie aujourd'hui en première ligne en disant « Comme vous ne me proposez pas de solution concrète parce que si mon enfant régurgite à des coliques, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va passer avec le temps. » Sauf qu'ils ne dorment pas et pour eux c'est peut-être une solution. Donc, c'est une réaction normale de la part du médecin, mais il faut quand même savoir qu'on est quand même efficace et qu'on reste à notre place. Nous ne sommes pas médecins. Quand c'est pour nous, c'est pour nous. Il y a de la place pour tout le monde, mais chacun sa place. J'adore cette phrase parce que c'est exactement ça. On reste complémentaires. On travaille main dans la main. Et de manière générale, les pédiatres avec qui je travaille, on collabore de manière très fréquemment sur des formations de crâne plat ou des choses comme ça, ça leur permet aussi d'assurer un suivi et de savoir que derrière on est là, les parents sont rassurés, on leur donne des explications sur des choses que eux par exemple vont juste prendre le périmètre crânien pour être sûr que le crâne grandit, mais il ne grandit peut-être pas de manière symétrique et nous on va travailler sur le côté symétrique. Donc on travaille vraiment main dans la main pour les enfants. Donc ça c'est le côté, les médecins n'allaient pas chez l'ostéopathe, ils ont raison, mais je pense que ça passe plus par un manque d'information. Finalement, tout ça, c'est d'une part la responsabilité des ostéopathes et cette mention DO qui me semble importante. Puis deuxièmement aussi, ouvrir l'information aux médecins, aux pédiatres et au suivi de l'enfant, de tous ceux qui peuvent suivre les enfants, de ce que font les ostéopathes pédiatriques. Donc voilà, je suis content qu'aujourd'hui ce podcast puisse peut-être faire avancer un tout petit peu cette démarche, en tout cas dans la formation.
Et si je peux rajouter également, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve de plus en plus des ostéopathes dans les services de maternité. Chose qui n'existait pas il y a 20 ans d'ici. Donc on retrouve aujourd'hui, dans la région de Charleroi, forcément étant de cette région, des pédiatres dans quasiment tous les services de maternité et une collaboration entre les sages-femmes, les pédiatres, chose qui était inconcevable il y a 20 ans d'ici avec la mentalité des pédiatres d'il y a 20 ans, forcément. Parce que la nouvelle génération connaît aujourd'hui l'ostéopathie, même si elle ne sait pas en détail, et peut-être qu'aujourd'hui, on va inviter le patient, ou en tout cas, ça ne posera pas de problème de dire « pourquoi pas ?» Alors qu'avant, c'était « oh non, pas du tout ». Okay. Donc, je pense que ça avance, piano, mais ça avance. Donc du coup, on parlait de risques et je voudrais prendre un exemple parce que ça m'a frappé et donc je voulais vraiment te poser la question. On entend souvent, on va chez l'ostéopathe, on a envie que ça craque. Donc ça, c'est très bien pour les adultes que vous pensiez ça d'une part. Mais d'abord, c'est quoi ce craquement, voilà, d'un point de vue général. Et puis surtout, chez les enfants ou chez les nourrissons, est-ce qu'on peut se faire permettre d'utiliser, donc on appelle ça, moi je connais ça sous le nom de trust. Est-ce qu'on peut se permettre ces trusts sur les enfants et encore plus, est-ce qu'on peut se permettre les trusts cervicaux sur les bébés? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui vient très régulièrement lors des formations, notamment en pédiatrie. Il faut savoir que le trust, le bruit articulaire quand on mobilise une articulation, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. Donc c'est en fait une petite bulle de gaz d'azote qui se trouve dans la synovie, donc au niveau articulaire. La synovie, c'est un genre d'huile qui permet de lubrifier l'articulation. Et donc, c'est un échappement en fait de cette bulle de gaz lorsqu'on mobilise l'articulation. Ça permet en fait d'augmenter la mobilité de l'articulation sur le moment, de diminuer la douleur parce qu'il y a une diminution de la pression vu que ça bouge, et donc ça permet de rééquilibrer de manière générale le segment articulaire ou en tout cas la zone qui a été entre guillemets mobilisée ou manipulée. Ça, c'est le côté théorie sur le bruit articulaire comme tu me demandais. Après, peut-on manipuler des enfants, des bébés, des adultes au niveau cervical? Alors, il est clair que les plus grandes contre-indications des manipulations cervicales sont principalement chez l'adulte, ça il faut le savoir. Donc le craquement, pourquoi? Dissection des artères, donc c'est-à-dire une blessure en fait de l'artère au niveau du cou. Je reste très général, hein, encore une fois, parce qu'il y a de l'arthrose, parce qu'il y a des calcifications, et donc il y a des paramètres, notamment de tourner la tête à fond, qui sont contre-indiqués. Chez le bébé, on n'a pas ces problématiques, on va dire rhumatoïdes, donc c'est-à-dire liées à l'âge, de manière dégénérative, et donc le bébé, par exemple, lors de sa sortie à l'accouchement, va tourner la tête aux alentours de 100-110 degrés, de manière très souple, très mobile, et donc on pourrait, de manière biomécanique, manipuler beaucoup plus facilement un bébé, parce qu'il est plus souple et qu'il n'a pas toutes ces contraintes liées à la dégénération en fait des tissus. Alors, le fait-on ou pas? La majorité des techniques ne se font pas en trust, donc avec ce bruit articulaire. Personnellement, je les utilise. Donc, dans certains cas, quand l'enfant est vraiment bloqué sur un gros torticolis qui ne cède pas à toutes les autres techniques, si à un moment donné, on doit utiliser une technique en trust, je le réalise sur les premières cervicales, donc vraiment la vertèbre qui est juste en dessous de la tête et qui vient justement fixer ces torticolis au niveau mécanique, et les premières côtes. Les premières côtes, ce sont donc toutes les pathologies qu'on peut retrouver lors du passage de l'épaule, qui est généralement un peu plus problématique sur les gros bébés, ce qu'on appelle les macrosomies fétales, des bébés qui sont plus de 4 kg à la naissance, avec des fractures de clavicule ou des problèmes de plexopathie, donc un problème nerveux lié à ce passage. Donc dans certains cas, on va, quand ça ne répondra pas au traitement, on va dire, plus doux et de mobilisation, utiliser cette technique. Ça peut être utilisé, mais encore une fois, ça doit être utilisé chez des personnes qui ont l'habitude, qui ont l'expérience et qui sont formées pour ça. Okay. C'est pas parce qu'on est ostéopathe DO qu'on est spécialisé en pédiatrie et qu'on maîtrise ce genre de technique non plus. Donc je pense que les ostéos qui sont spécialisés, qui ont un volume de bébé dans les mains depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose de très courant qui ne pose aucun problème. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réaliser ces techniques. C'est des techniques assez pas dangereuses du tout, mais pour être efficaces, elles doivent être pratiquées avec un minimum d'expérience. Vous écoutez le petit podcast. Ok. Tu parlais tout à l'heure
du fait que maintenant c'était les parents qui étaient demandeurs, parfois d'aller avec leur enfant chez l'ostéo. Ils demandaient au médecin est-ce que je peux y aller. Ça me donne envie de te poser la question aussi, est-ce que, parce qu'il y a un ostéopathe pédiatrique qui est très connu sur les réseaux sociaux, que tu affectionnes particulièrement. Exactement. Donc l'ostéopathe s'appelle Yesh Ostéo. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ceci dit, on l'appelle donc Monsieur Prout parce qu'il fait péter les bébés. Et donc on retrouve sur sa page Instagram énormément de vidéos de lui en train de traiter des enfants en bas âge, des nourrissons, tout ça, donc on les entend péter. Et du coup, ça véhicule sur la toile des séances d'ostéopathie qui font office finalement de vidéos de divertissement ou parfois évidemment d'information. Est-ce que pour toi, ces vidéos finalement paramédicales ont leur place sur Instagram qui reste finalement une application où tout le monde peut venir voir tout et n'importe quoi, notamment des vidéos médicales? Alors, je trouve personnellement que on peut lire beaucoup de choses dans les livres, mais on peut écrire beaucoup de bêtises dans un livre. Donc je pense que vérifier la source de ce que l'on lit, c'est la première chose que l'on critique nous-mêmes quand on réalise des études, et c'est pas donné à tout le monde. Donc les parents, par exemple, qui sont novices dans le domaine de la maternité ou de la paternité, ne vont pas nécessairement critiquer les sources et voir si cette personne que je ne connais absolument pas, n'ayant pas Instagram, voilà, désolé. Apparemment, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, on va essayer. Ma fille me tanne avec ça, mais voilà, j'espère en tout cas. Je pense que ça peut être une bonne chose à partir du moment où c'est fait par des professionnels et d'avoir des tutos. On ne connaît pas cette personne, je ne sais pas s'il est kiné, ostéo. Il est ostéo. Voilà. Ostéo. Pédiatrique. Voilà, donc s'il est ostéo, déo, pédiatrique et qu'il tourne ça de manière un peu ludique pour le côté Instagram et le côté vendeur comme ça pour avoir des vues et tout le reste, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait éventuellement, c'est que ce ne soit pas fait par rapport à la science, par rapport à des vraies techniques. On peut donner des conseils en amusant les parents. C'est quand même plus facile de faire passer une info avec un sourire et de manière rigolo plutôt que dans la contrainte avec quelque chose de très anatomique et très rigide. Donc, si cette personne est compétente et qu'elle le fait sur la forme de manière rigolote, ça ne me pose aucun problème. Je suis pour qu'il y ait des tutos sur Internet à partir du moment où la qualité est contrôlée et qu'on ne... Mais ça, on ne le sait pas quand on est parent. Donc, je serais tenté de dire attention à la source et vérifier la personne qui a posé ça, que ce soit bien un vrai professionnel de santé et de toujours vérifier les sources des vidéos que ce soit pour l'ostéopathie ou pour plein d'autres choses, en fait. Ok. Combien ça coûte une séance d'ostéo c'est pour le parent et est-ce qu'il y a un remboursement mutuel? On parle bien de la Belgique. La Belgique est petite, mais je pense qu'il y a quand même des petites disparités en fonction de les localisations. Je prends un exemple, si on est sur Bruxelles où les loyers sont assez chers, ou pour des cabinets ou des choses comme ça, ou Waterloo, ou Charleroi, ou Arlon, ou la Côte, je pense que la zone va quand même un peu différer, mais de manière générale, je pense qu'on va tourner entre 60 et 90 euros pour une séance d'ostéopathie. Ok, encore une fois, de manière générale. À voir un petit peu en fonction de la localité. Et en Belgique, actuellement, l'assurance complémentaire des mutualités, si l'ostéopathe est conventionné, bien sûr, pour être conventionné, il faut obligatoirement être DO. Si vous n'êtes pas DO, vous ne faites pas partie du registre des intermutualistes. Et il vous donne droit à un remboursement de 10 à 12 euros, 5 à 6 fois par an, toute médecine parallèle confondue. Donc ça veut dire quoi, toute médecine parallèle confondue? Cette fameuse loi COLA de 1999 en Belgique qui permet aux paramédicaux de pratiquer les médecines non conventionnelles, c'est-à-dire l'acupuncture, l'ostéopathie, l'homéopathie et la chiropraxie. Donc 5 à 6 remboursements de 10 à 12 euros pour toutes les mutualités de manière générale avec l'assurance complémentaire. Ok, super, merci pour les infos pratiques. Avec plaisir. Est-ce que tu aimerais ajouter une dernière chose, quelque chose qui te tienne à cœur et que tu avais envie de dire aujourd'hui? Moi, ce qui me tient à cœur de mettre peut-être en avant et qui ressort un petit peu de cette petite entrevue, déjà... C'était un sujet qui me passionne et apparemment je n'étais pas le seul. Ça se voit. Hein, c'est de ne pas oublier que l'ostéopathie n'est pas quelque chose de thérapeutique. L'ostéopathie, c'est maintenir la santé
pour ne pas avoir de maladie ou d'assurer une croissance idéale. Le but, si on maintient la santé, la maladie ne s'installe pas et c'est quand même vachement plus agréable d'aller à l'entretien avec sa voiture régulièrement, de ne jamais tomber en panne, plutôt que d'attendre le dimanche à 2 heures du matin de tomber en panne autour d'un champ et d'être embêté. Avec peut-être des prises de médicaments, d'imagerie médicale, enfin voilà, avec tout ce qu'il y a autour d'une prise en charge, à ce moment-là thérapeutique et non pas préventive. Donc pour moi, j'aimerais vraiment donner un conseil aux futurs parents, aux jeunes parents également, de dire voilà, n'attendez pas, allez voir un professionnel de santé en ostéopathie DO spécialisé en pédiatrie, ce qui me permet moi d'être rassuré que vous êtes chez des personnes en tout cas compétentes, qui ont un volume, qui ont de l'expérience et qui permettront de répondre à vos attentes et d'être efficace avec votre enfant. N'oubliez pas que l'enfant, quand il grandit, il s'identifie à son environnement. Donc je serais tenté de dire, et également les parents doivent assurer un milieu idéal donc de stimulation à l'enfant. Le sport, toutes les activités en fait qui tournent et qui gravitent, la nutrition est hyper importante. On n'a pas abordé le côté nutritionnel parce que c'était pas dans le sujet, mais j'ai donné cours ici justement ce week-end. On a parlé énormément de la nutrition chez les enfants, le sucre notamment, on sait que c'est la drogue des enfants, et donc voilà, tout ça est très important. Donc s'occuper, aimer un enfant, c'est grandir avec lui. Il faut absolument l'accompagner, le maintenir en équilibre et en bonne santé pour assurer une croissance idéale. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais te remercier Merci. de m'avoir invité. Et je trouve que cette entrevue a été très constructive. Super. Et je pense que ce sont des messages qui sont importants pour encore une fois, les jeunes parents et les futurs parents. Et je tiens à dire que l'ostéopathie, c'est un monde à vivre et surtout à partager. Et donc, partager le monde de l'ostéopathie, pour moi, est toujours vraiment un grand plaisir. Donc, je te remercie. Je t'en prie, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir avec nous. Et d'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi qui a déjà une grande carrière accomplie, mais quels sont les souhaits qui te restent Apprendre encore énormément de choses et pouvoir aider encore d'autres patients. Voilà, j'avais fait de l'ostéopathie à l'époque, j'ai ensuite dirigé vers la nutrition parce que je me rendais bien compte que la nutrition allait aider des patients que je ne savais pas aider précédemment. La médecine chinoise, idem. Le fait d'avoir cette vision un peu énergétique ou autre me permettait aussi de compléter ma prise en charge. On va dire de continuer à apprendre et de pouvoir continuer à prendre mon pied. Tout à fait. Je te le souhaite en tout cas. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir et dans l'espoir que ça vous ait plu également. Merci pour votre suivi, merci pour votre intérêt pour le podcast. En cas de question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on fera un plaisir d'y répondre. Merci Stéphane et à bientôt. Avec grand plaisir.